Bienvenue dans Domino Podcast, le podcast dédié à l'exploration des technologies du Web3, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si tu es curieux et que ces sujets t'intéressent et que tu souhaites en savoir plus, tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Samuel Vico, professeur, entrepreneur et podcasteur. Dans Domino Podcast, nous allons explorer ensemble le potentiel de ces nouvelles technologies et discuter des applications, des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Salut Marie. Salut Samuel. Comment tu vas ? Très bien. C'est un plaisir de t'avoir sur le podcast Domino. Merci beaucoup pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi et surtout je pense qu'on a des sujets assez intéressants sur lesquels on va pouvoir échanger pendant cette petite heure ensemble. Avec plaisir. Ce que j'aime bien faire, c'est donner l'opportunité à mon invité de pouvoir se présenter et de nous parler de lui. Comment tu veux que les gens te connaissent d'elle? Voilà, Nous parler c'est d'elle, fait. Exactement. Dis-moi en plus. Ouais. Alors, je m'appelle Marie Lermite, je suis avocate. Je suis une jeune avocate parce que j'ai une première carrière en entreprise. J'ai passé un peu plus de 12 ans en entreprise à des postes de direction juridique dans des groupes internationaux. J'ai commencé ma carrière en Allemagne, donc je suis bilingue, trilingue, donc voilà, allemand. Et j'ai commencé dans les télécoms par pur hasard, voilà. Et ensuite, j'ai continué à la bourse de l'énergie, donc bourse du gaz et bourse de l'électricité spot. Donc j'ai fait 2 très belles expériences dans des infras, donc très tech déjà. Et puis j'ai eu envie de devenir consultante en droit. Pour être consultante en droit, il faut être avocate. Donc, j'ai passé ce qu'on appelle la passerelle, je suis devenue avocate et je me suis installée toute seule. Et mon premier client, c'était un client qui avait déjà un projet blockchain de dématérialisation des assemblées générales sur blockchain. Ça n'a pas l'air hyper passionnant comme ça, mais c'était juridiquement hyper intéressant parce que c'était en 2018-2019. Et donc, on a décortiqué tout le processus des assemblées générales pour pouvoir ancrer tout ça sur blockchain. Donc, c'était le premier client. Et puis, c'est comme ça que je suis rentrée un petit peu sur toutes les questions liées à la blockchain, que ce soit la privacy, que ce soit juste du contrat, tout ça. Et ça m'a assez vite passionnée. Et aujourd'hui, je suis intégrée au sein du cabinet GGV Avocat Rechtsanwälte, donc qui est un cabinet en droit des affaires spécialisé dans les relations franco-allemandes. Ok. Alors, du coup, toi, tu n'étais absolument pas dans le domaine juridique et tu as fait une passerelle totale ou tu avais quand même un aspect juridique? J'étais directrice juridique. Ok, d'accord. Directrice, autant pour moi. Ouais. Voilà. J'étais directrice juridique dans des belles PME internationales. Donc, c'est un super métier, juriste d'entreprise, parce qu'on a accès à plein de différents dossiers. On a une grande diversité de dossiers. Et puis, arrivé à un moment, j'ai eu envie d'une diversité de clients. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis devenue avocate. Ok, très bien. Et ensuite, tu nous as partagé entre l'Allemagne et la France. Ouais. Alors, comment a été faite cette transition? Tu as travaillé aussi en Allemagne ou ça s'est passé comment? Exact. Oui, j'ai commencé. En fait, j'ai fini mes études en Allemagne. À l'époque, ça s'appelait des maîtrises et des ESS. Voilà. Donc, j'ai fini mes études là-bas. Je voulais pas être avocate, donc j'avais aucune raison d'entrer à Paris. J'étais bien, j'étais à Munich, il y avait les montagnes. Voilà, la fête de la bière. Et donc, je suis restée en tout 8 ans. Et 8 ans où j'ai travaillé et j'ai commencé ma carrière là-bas et ça s'est vraiment très bien passé jusqu'à un moment où j'ai eu envie de rentrer à Paris. Il y a eu pas mal de lumières qui m'ont attirée vers Paris. Je me suis dit, il est temps d'aller voir ce qui se passe là-bas. Et je suis rentrée et puis après j'ai continué à travailler dans un groupe franco-allemand. Ok. Et du coup, ta connexion avec la blockchain, ça a été au travers de ton premier client ou est-ce que tu es rentré dans la blockchain avant, tu y connaissais quelque chose? Rien du tout. Je ne connaissais rien du tout à la blockchain. C'était vraiment à travers de mon premier client. Il m'a fait ma formation blockchain. Ok. Ouais. Et donc, il t'a fait... C'était en quelle année? 2018, 2019, ouais. Okay. Ouais. D'accord. Et du coup, suite à ça, tu as choisi de t'orienter spécialement sur les projets blockchain ou... comment ça s'était... Pas spécialement sur les projets blockchain, c'est des projets qui m'intéressent beaucoup. Mais me dédier qu'à ça, non, surtout à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Et puis, il y avait un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Et à un moment, il faut aussi
Voilà, il faut aussi choisir un petit peu, pas choisir ses clients, mais il y a des projets qui sont plus ou moins intéressants, qui vont être en dehors de la blockchain aussi. Et je m'intéresse pour pas mal de choses. Donc en général, dès que c'est en mode projet, j'aime beaucoup. Voilà. Ok. Voilà. Donc blockchain ou autre, projet tech, ça j'aime bien. Projet tech, ok. D'accord. Ça j'aime beaucoup. Donc on se cloisonne pas simplement dans la blockchain, on est de manière un peu plus large. Ouais. Ta spécialité dans le domaine juridique, c'est quoi exactement? Alors aujourd'hui, je travaille, alors le titre, hein, le vrai, c'est technologie émergente et projet à impact. Ok. Alors pourquoi? Parce que normalement on va dire nouvelle techno ou NTIC encore, je ne sais même pas si ça se dit encore. Nouvelle techno, ça fait très années 90, c'est vrai. Donc j'ai dit non, je ne veux pas avoir ce titre-là. Donc c'est c'est technologie émergente, pardon. Oups, lapsus. Technologie émergente et projet à impact, parce que je me suis rendu compte qu'en travaillant dans la tech, plus je travaillais dans la tech, plus j'avais besoin de trouver du sens dans les projets auxquels je participais, plus les porteurs de projets avaient besoin de ce sens, de réfléchir à l'utilité du projet et puis à l'impact aussi, parce que souvent des porteurs de projets qui sont des techs, des devs purs, qui ne se rendent pas compte de l'impact de ce qu'ils font, de ce qu'ils mettent sur le marché. Et ça, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas cette réflexion. Alors, par contre, je vais avoir à côté des projets où justement ils prennent la dimension collective derrière. Et ça, je trouve ça passionnant d'avoir ces réflexions en même temps, parce qu'au-delà de la tech, ça concerne le collectif, ça concerne la vie en société. Donc c'est pour ça que projet à impact, pour moi, c'est super important. Ok. Est-ce que tu as des exemples de projets qui se construisent, mais comme tu viens de le dire, où ils n'ont pas conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir? Il y a pas mal de projets qui sont pas du tout, dans le domaine de l'écologie par exemple, où on prend pas du tout, on va voir même pousser à la consommation, à la surconsommation. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? C'est comme faire des armes. Oui, c'est bien, ça fait du boulot, mais bon, après, voilà, c'est faire du travail, créer de l'emploi, c'est pas... À quel prix? À quel prix? Ça. Voilà. Je pense à un moment, il y a ces réflexions-là à mener. Et je pense qu'elles deviennent de plus en plus... Déjà, ça fait partie des... je pense dans le milieu de la blockchain, des valeurs qui sont assez fortes. Ouais. Notamment, il y a des notions de la regenerative finance. Tout à fait. Donc, toutes ces choses qui prennent de plus en plus de place. Mais surtout, c'est sur cette capacité à... les gens qui sont dans la blockchain, c'est des gens qui sont déjà... En règle générale, l'esprit de la blockchain, tout à fait. Il est assez porté sur ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la blockchain, tu penses que c'est la solution qui va permettre, ou ça fait partie des solutions qui vont permettre à ce que les projets ont un impact beaucoup plus écologique, ou en tout cas plus respectueux, social du aussi. prochain. Social aussi. Ouais. Quand on parle de la population qui n'a pas accès aux banques, tout simplement, c'est vrai que là, la blockchain, Bitcoin notamment, c'est un petit peu fait pour ça, à la base, quand même. Donc, il n'y a pas que l'aspect environnemental, il y a l'aspect social également, qui est extrêmement important. Donc, oui, je suis persuadée que la blockchain peut apporter plein de choses, a plein d'avantages. Il faut encore qu'on les découvre tous, il faut qu'on pousse la réflexion. Mais ça ne règle pas tout non plus. Des fois, j'ai des clients, ils viennent me voir, je dis oui, un bon tableau Excel et hop, voilà. C'est exactement la même on chose. Va pas, voilà, c'est pas... C'est bien la technologie, mais il faut que ce soit utilisé aussi à bon escient et que ce soit efficace. Et surtout sur cette notion de technologie émergente, je donne aussi cours dans des écoles. Et le dernier cours que j'ai donné, j'ai des élèves qui faisaient des projets. Et eux, par contre, la vague ça c'était un peu plus l'année dernière, où on mettait la blockchain à toutes les sauces. Là maintenant, c'est l'IA. Ah, évidemment. À croire qu'il suffit de mettre IA derrière quelque chose et les problèmes du monde sont résolus. C'est ça. Ouais, Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des projets, toi qui es donc sur ces technologies émergentes, est-ce que tu as des porteurs de projets qui viennent et l'IA va solutionner le monde? Qu'est-ce que tu leur dis quand ils te disent ça? J'avais les mêmes il y a quelques années en blockchain, ça va tout solutionner. J'en ai. Oui, et c'est là où, de manière très, très, très brutale, je leur dis oui, c'est un beau logiciel. Voilà, c'est un logiciel.
C'est un très beau logiciel, oui. Ok. Donc, forcément, pas... il faut leur donner une utilité. Oui, pour moi, de manière très égoïste aussi, c'est important de savoir pourquoi est-ce que je participe à ces projets-là, parce que lorsque je travaille avec des clients, j'essaye de... Voilà, comme je dis, je suis partie prenante au projet. J'y mets beaucoup de cœur aussi, souvent. Donc, j'aime bien savoir pourquoi je le fais. Et la question du pourquoi, pas du comment, mais du pourquoi, est terriblement importante. Et c'est des choses que j'aime bien. Voilà, j'aime bien me lever le matin et savoir pourquoi je me lève aussi. Et du coup, il y a un des aspects donc, qu'on a partagé avant qui est important, c'est la privacy. Ouais. Comment est-ce que tu protèges, j'allais dire la privatisation, non, mais en français, les données personnelles, l'intimité, la vie privée des gens. La vie privée des gens. Comment est-ce que tu fais ça? Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on a vu aussi ce changement de paradigme, l'un des changements les plus parlants, c'est les États-Unis, le pays de la liberté. Il se passe un attentat le 11 septembre 2001. Ça devient le pays qui se retourne plus vers la sécurité plutôt que la liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité d'avoir de la sécurité et de la liberté? Et ça, c'est un équilibre extrêmement difficile à avoir. Et il y a un sacrifice à faire d'un côté comme de l'autre. C'est difficile à entendre pour les personnes qui sont très, très Bitcoin, parce que normalement, ça doit être un Eldorado de liberté. Sauf que malheureusement, il y a de l'humain au milieu. Voilà. Moi, je dis toujours heureusement. Ouais, malheureusement, heureusement. Mais le plus gros risque en informatique, c'est l'interface entre la chaise et le clavier. Elle est là. Voilà, c'est là le risque. Et il y a de l'humain, et l'humain n'a pas forcément l'éducation, l'envie de partager sur la blockchain et de faire attention un petit peu comme les uns les autres. Donc c'est extrêmement difficile à gérer l'humain, et soit on est dans une posture extrêmement sécuritaire, soit très libertaire, mais trouver l'équilibre entre les deux est particulièrement compliqué. Après, le règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, je pense, essaye d'apporter un équilibre en faisant en sorte que les entreprises prennent leurs responsabilités. Ce qui est déjà pas mal. Je trouve que c'est une démarche de compliance, donc de mise en conformité. On va dire aux entreprises, ok, donc tu fais ton projet, pas de problème, je viendrai pas voir, mais par contre, tu fais ça bien, tu fais de la prévention, tu fais de la sanction, voilà. Et ça, je trouve que c'est une démarche qui est vraiment intéressante. L'inconvénient, c'est que les entreprises, ne le font pas toutes, elles jouent pas tout le jeu. Elles jouent pas tout le jeu du pourquoi est-ce qu'on le fait. Pourquoi est-ce que je vais collecter absolument autant de données? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Donc, toutes les entreprises n'ont pas encore cette conscience RGPD, malheureusement. Mais ça va venir. C'est assez jeune encore, il faut se laisser du temps. Moi, je suis pour le temps long. Voilà. Donc, on est dans un monde où tout va très, très vite. Surtout dans ce domaine-là. Je trouve qu'on n'est pas... la technologie va beaucoup plus vite que nous, en fait. Donc, on n'a pas ce temps d'adaptation et de réflexion en amont. Donc, on est dans la réaction. Et forcément, il y a des loupés, évidemment, puisqu'on ne fait que de la réaction. Mais je reste convaincue que d'ici quelques années, on aura ce fameux standard RGPD qui gonfle à ce point les Américains, qui sont obligés de se mettre à niveau. C'est ça quand même qui est dingue, c'est qu'on a réussi à... pas à les faire plier, mais d'une certaine mesure, au moins à prendre un peu conscience qu'il fallait faire attention. Je trouve ça pas mal. Donc, on commence vraiment à avoir cette conscience RGPD. Le moindre utilisateur d'Internet, maintenant, il sait qu'il a des droits, alors qu'avant, il ne savait pas. La loi informatique et liberté, elle était là depuis 1978, quand même. Ok, ça c'est absolument. Voilà, donc c'est la loi de 1978, elle a toujours été là. La France était quand même pas pionnière, mais cette loi, elle a quand même apporté beaucoup de protection, puisqu'on était obligé de faire des déclarations auprès de la CNIL pour chaque traitement. Moi, j'ai eu à faire ça, voilà, à l'époque. Mais c'était faire des déclarations auprès de la CNIL dès lors qu'il y avait un traitement. Aujourd'hui, avec le RGPD, on n'a plus besoin de faire de déclaration, mais on doit faire notre propre registre. Donc, on le fait dans notre coin. Donc, avant, c'était quand même beaucoup plus lourd et personne ne le faisait.
Ouais. Et puis d'un coup est arrivé le RGPD, alors là c'était la catastrophe. Bah non, il y avait déjà la loi informatique et liberté qui était là. Ceux qui étaient déjà compliant, finalement, le gap n'était pas si énorme que ça. Hein. Donc c'est beaucoup une question de culture et de conscience RGPD qu'on va mettre, qu'on va insuffler dans les entreprises, dans les organisations et puis auprès des utilisateurs. Ok. On va passer à la deuxième partie. On va parler un peu plus de privacy. À tout de suite. On est de retour. Vous le savez, commencez à connaître la chanson. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de vous abonner, de cliquer, liker, partager. Et si vous avez trouvé ça qualitatif, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Maintenant qu'on a fini la pub, on est obligé un peu. Normal. Revenons-en un peu. Du coup, on s'est quitté un peu sur la partie RGPD. Ouais. Moi, j'aimerais savoir, déjà, une grosse question qui arrive, le pavé dans la mare, est-ce que la RGPD n'est pas là que pour avantager les grosses structures ? Pourquoi je pense ça ? Parce que aujourd'hui, par exemple Coca-Cola, lui, il vise tout le monde. Pas forcément besoin de viser un persona bien précis. Il fait de la pub lors du mondial. Ils ont les moyens de faire une pub et de toucher un public large. Un jeune entrepreneur ou un petit entrepreneur qui, lui, a un persona bien précis et qui arrivait à sortir un peu des revenus, arrivait à bien s'en sortir parce qu'il avait la capacité de bien targeter son audience, se retrouve aujourd'hui avec la partie RGPD. D'un côté, il y a aussi Apple qui a lui aussi mis un peu les freins, freiner un peu le tout. Du coup, est-ce que la RGPD de l'extérieur, on peut se dire, est-ce que c'est plutôt les lobbies qui ont poussé ça ? Est-ce que ça nous protège réellement ? Parce que est-ce que vraiment juste dire non, je ne veux pas de cookies nous protège réellement ? Et est-ce que c'est vraiment ça la RGPD ? Alors, il y a beaucoup de questions. Ah ouais, ça très fait vaste. beaucoup de questions d'un coup. Ça fait beaucoup de questions. Les lobbies. Je ne pense pas que ce soit les lobbies des GAFAM qui aient poussé pour avoir le RGPD, loin de là, parce qu'en 78, ils n'étaient pas là. Totalement. Déjà. Hein. Donc, ce n'est pas eux. On avait déjà, au niveau européen, pas mal... une certaine notion de la protection de la vie privée et de l'intimité des gens. En fait, Voilà. le fait que tu as parlé de 60... Ça a tué ma question parce que j'avais préparé cette question, mais le fait de savoir que ça date de beaucoup plus longtemps, en fait... Bon, ouais. Vas-y. Ouais. Non, la vie privée, l'intimité, c'était quand même quelque chose d'important. Et les données personnelles, ça a toujours été quelque chose d'important. Okay. Même avant l'apparition, ou presque concomitamment à l'apparition de l'ordinateur. Ok. Voilà. Mais il n'y avait pas encore cette notion de big data où on pouvait... récolter énormément de données. Non, mais c'était déjà de la data. Okay. On avait déjà des magasins qui avaient une liste, un fichier client avec des numéros de téléphone ou des numéros de sécurité sociale pour je sais quel institut. Et déjà là, voire même... déjà là, disons, on sentait que l'État collectait de plus en plus de data et que l'État devait aussi être un peu plus prudent sur sa manière de traiter des données. Ok. Donc, c'était pas uniquement pour les GAFAM. C'est de manière générale, c'est plus une question de civilisation. Voilà, on en est où dans nos libertés ? La liberté, c'est aussi l'intimité. Voilà. Et ça, il faut le protéger. Et avec l'avènement des data et du big data, encore plus. Mais... donc non, les lobbies, je pense qu'ils se sont bien battus pour limiter un maximum le RGPD et ses effets. Okay. Ensuite, sur la partie avantage concurrentiel entre les gros et les petits, ça a été un énorme chamboulement pour les très gros parce qu'eux, ils ont eu énormément de travail pour se mettre en conformité. Ils y sont toujours. Hein. Le premier qui dit qu'il est en conformité totale avec le RGPD, moi je veux bien le rencontrer. Ouais. Voilà. C'est quand même, surtout parmi les gros, c'est quand même très compliqué. Donc pour eux, c'est assez difficile. Après, pour les petits, aujourd'hui, ou les jeunes porteurs de projets, souvent ils ont la conscience RGPD déjà, donc ils savent que ça existe. Alors ça peut les effrayer, mais... Disons qu'on est censé, en tant que citoyen lambda, moyennement éduqué, on est censé pouvoir être en conformité par nous-mêmes, sans obligatoirement passer par des cabinets d'avocats.
ou avoir des salariés spécialisés en RGPD. On regarde un peu sur le site de la CNIL, il y a plein de choses, il y a plein d'outils, justement à destination des personnes qui sont plus petits, qui n'ont pas forcément les moyens, mais leur permettent quand même d'être conformes. Donc c'est vrai qu'ils vont avoir moins de data, donc qui dit moins de data dit moins de risques, mais bon, quand même, une donnée reste une donnée. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, sur la récolte des data et autres, qu'est-ce que c'est que réellement le RGPD? On dit bien le, en plus tout à l'heure tu m'as tiré les oreilles, donc ne dites pas là, c'est le RGPD. Ouais. Le règlement général sur la protection des données, c'est donc un règlement européen qui entre en vigueur en 2018, qui reprend les grandes lignes de ce qu'on avait déjà en 78, à savoir il faut protéger les données personnelles des utilisateurs. Voilà. Donc les données personnelles, c'est quoi? Ça va être tout ce qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Donc, nom, prénom, adresse mail, quand on voit le nom, le prénom dedans, évidemment. Ça va être la plaque d'immatriculation, ça va être une adresse IP, ça va être aussi le numéro de sécurité sociale, la clé publique. Ok. Voilà. Et forcément, exactement. Tu fais la transition parfaite, j'ai même pas eu besoin de la faire, j'allais y arriver sur... Et la clé, ouais. Et du coup, effectivement, dans ce podcast, on parle Web3. Donc, pourquoi on parle RGPD? Parce que, effectivement, notre clé privée, notre wallet, va être un de ces éléments. Comment est-ce qu'on traite? Comment est-ce que tu traites la RGPD dans ton travail qui est lié avec des projets Web3? Qu'est-ce que tu apportes? Comment tu l'implémentes? Est-ce que ça change la donne? Ou est-ce que le Web3 est RGPD friendly? Alors, il n'est pas forcément RGPD friendly parce que... en général, les porteurs de projets disent non, mais de toute façon, c'est pas possible d'implémenter le RGPD dans le Web3, donc on n'en fait pas du tout. C'est mieux, c'est vrai, c'est une bonne idée. Non, c'est compatible. Et d'ailleurs, la CNIL le disait dès 2018, l'innovation et la protection des données, ce n'est pas quelque chose d'antinomique. Donc, on peut concilier le Web3, disons. La technologie décentralisée a le pain point, on va dire, c'est qu'on ne puisse pas supprimer la donnée. Donc on ne peut pas supprimer une donnée personnelle à partir du moment où elle est ancrée dans une blockchain. Donc c'est en effet le gros problème, mais on peut prendre des mesures pour faire en sorte de protéger cette donnée. Donc il y a quand même des moyens pour contourner cet ancrage de données perso dans une blockchain finalement. Après, il y en a qui disent moi je mets rien dans la blockchain. Oui, mais par contre c'est sur un serveur, donc il faut quand même s'en occuper aussi. Voilà, c'est sur un serveur physique quand même si c'est sur blockchain, la data elle est hébergée quelque part. Donc il faut de toute façon s'en occuper. Mais non, c'est pas du tout antinomique. Et il faut avoir cette démarche RGPD, il faut l'avoir en tête et savoir à chaque instant où est la donnée. Ok, mon wallet est une donnée personnelle à partir de ce moment-là, dans mon registre RGPD, parce qu'il faut maintenir un registre RGPD. Dans mon registre RGPD, je vais dire, j'ai des adresses de wallet. Et à partir du moment où je collecte des adresses de wallet, je vais définir la finalité, la durée de conservation, et ce que j'en fais exactement, ce traitement. Dans le monde de la blockchain, on a un peu ce côté très... utopique où on se dit que effectivement on possède à nouveau notre donnée n'est pas monétisable sans notre accord. On le sait très bien, lorsqu'on met vraiment la main dans le cambouis, c'est pas vraiment le cas. C'est difficile, c'est le grand rêve, c'est de pouvoir être enfin totalement souverain sur sa donnée, sur ses données. Voire même il y a eu l'idée de les monétiser finalement. Moi, choisir si on veut les monétiser ou pas. Je pense que Facebook devrait me payer franchement c'est pour ce qu'ils utilisent ils m'imposent de leur pub en plus, donc je pense qu'ils devraient me payer, mais ça c'est le grand rêve. Alors c'est le grand rêve, on y travaille, on essaye toujours de trouver des solutions pour pouvoir être vraiment titulaire de nos propres données et en faire ce qu'on veut. Donc, on a abordé tout à l'heure rapidement la question du zero knowledge, des NFT, des solvent tokens. Donc, il y a plein de mécanismes comme ça qui sont à l'étude. Donc, c'est une très bonne chose. Mais après, il y a une question de vulgarisation et puis il y a une question de
faire en sorte d'adoption de Bah, masse. c'est ça la C'est ça qui est grosse compliqué, question, hein. c'est que la réalité, l'adoption, c'est très compliqué d'avoir une adoption si on essaye d'être conforme, sachant qu'en plus de tout ça, la technologie est complexe. Donc il faut parler conformité, décomplexifier une technologie. Et moi qui l'enseigne et qui essaye de la rendre la plus accessible possible, je sais à quel point c'est compliqué. Ouais. Et en plus de tout ça, faire en sorte que les gens puissent trouver leur intérêt et l'utiliser au quotidien. Souvent, je donne l'exemple. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, les GAFAM sont un élément de notre identité. Par exemple, Google avec les adresses mail ou Facebook avec son compte Facebook, c'est parce qu'ils nous simplifiaient la vie. C'est-à-dire qu'on a besoin... C'était d'une facilité tellement déconcertante qu'on a accepté de leur donner. Et c'est toujours cette question. Si on ne paye pas, c'est nous le produit. Si tu payes pas, Donc... c'est toi le produit, c'est certain, c'est sûr. Donc forcément, eux, ils n'ont pas eu tous ces freins. Eux, ils n'ont pas eu... Comment est-ce qu'aujourd'hui, un projet dans le Web3 peut sortir son épingle du jeu alors qu'il doit être compliance, il doit, en plus de tout ça, expliquer et évangéliser, ramener des gens, créer une communauté, animer une communauté, tout faire en même temps. On va devenir schizophrène. Ah ouais. Mais, alors ça, la question de la conformité, à la rigueur, ça pour moi c'est un basique, ça doit l'être. Ça c'est le plus dur. C'est vraiment la question de l'adoption de masse. C'est vraiment la question de la pédagogie aussi. Et encore une fois, le facteur humain. Il y en a beaucoup qui s'en foutent. Enfin non, mais simplement. C'est vrai. Juste, c'est compliqué. Ils sont bien avec du cash ou avec leur carte bleue. Pourquoi est-ce qu'ils vont se mettre à acheter du bitcoin? Oui, ils sont suivis par l'État. Et alors, ils s'en foutent complètement. Par l'État ou par Google, c'est pas grave. Ah oui, le fameux « non, mais j'ai rien à cacher de toute façon ». Oui, bon. Et je pense que c'est ça aussi la grosse partie du défi. Donc nous, on a un défi technologique, juridique, et on va trouver plein de solutions. Hein. Mais au niveau global, et c'est là où on en arrive au point, est-ce que c'est souhaitable finalement? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait juste pour une petite partie de la population, des développeurs, des gens qui sont hyper en avance, qui misent sur l'innovation, et on fait quoi des gens derrière? Voilà. Donc on va créer deux vitesses. C'est peut-être pas idéal. En même temps, je pense qu'on est obligé. Déjà de 1, parce que mon point de vue, c'est qu'on est plus ou moins dans des bulles générationnelles, des bulles d'opinion qui font qu'on a toujours, dans certains de mes podcasts que j'ai tournés précédemment, on parle de cette notion liée au fait que les choses, nous, dans le monde de la blockchain, on pense que ça va vite. Que tout passe vite, qu'il y a une adoption. Et là, il y a eu un tweet, une euphorie du marché. Tout le monde, OK, à partir du moment où l'ETF Bitcoin va sortir, le monde va changer. Et en fait, on est ultra sollicité, nos sens sont ultra sollicités. Et on peut prendre parfois même nos rêves pour de la réalité. Sauf que la réalité, c'est que de tous mes amis, il n'y en a que très peu qui comprennent la blockchain alors que j'ai un podcast, alors qu'ils me suivent. Et malgré tout ça, il n'y en a que très peu en réalité qui sont intéressés par ça. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut non pas prendre nos rêves pour des réalités, mais arriver à conquérir ce marché tout en en respectant la vie privée et en respectant un peu la vie des autres, entre guillemets. Et là, je pense que ça passe beaucoup par la pédagogie, l'éducation. Et c'est ce qu'on fait quand même petit à petit dans les écoles, avec dans les écoles, on ne leur fait pas des cours sur comment utiliser TikTok ou autre, mais on essaye quand même de leur expliquer les dangers d'Internet et des réseaux. Donc, ils sont quand même pas mal au courant sur leur vie privée, ce que ça veut dire, tout ce qui est les revenge porn, les cyberharcèlements, enfin, c'est connu maintenant, et ils sont éduqués à ça. Donc j'ai l'impression qu'après cette période d'euphorie où on balance tout ce qu'on peut de nos données personnelles, de notre vie privée finalement, on arrive aujourd'hui à un mouvement en contre, surtout avec l'arrivée de l'IA, où les gens se rendent compte qu'il y a des dangers et que la tech peut avoir des dangers pour eux. Et peu importe à quel niveau, ou même s'ils ne l'utilisent pas vraiment, ils disent « Ah oui, mais quand même si j'ai un compte Facebook, c'est
c'est pas génial en termes de vie privée, ils savent tout. Et ça, il y a eu des documentaires, notamment sur Netflix, etc., qui étaient super bien faits. Derrière nos écrans de fumée c'est ça, pour expliquer les dangers de la tech. Alors, ou encore, j'ai vu il n'y a pas très longtemps une campagne de pub, c'était la Deutsche Telekom, c'était un petit film, on prenait une enfant et puis on la faisait grandir en IA, et puis elle parlait à ses parents en disant voilà, tout ce que vous pouvez voir d'images sur moi, transformé par l'IA, et c'est assez parlant, et je crois que ça... Il y a vraiment une prise de conscience sur c'est quoi ma donnée. Et le RGPD a contribué à ça. Il y a plein de plaintes maintenant à la CNIL, ce qui est super. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Donc peut-être que le bouton de la privacy, le bouton de la protection des données, peut être un bon moyen pour une adoption justement de masse, mais à condition d'avoir l'outil qui va bien. Et du coup, est-ce que la blockchain pourrait aider à plus de privacy au final ou pas? Ça, comme je dis, il y a des pistes sur... Lesquelles? Tout à l'heure, on avait parlé un peu de Soulbound Token. Ouais. Est-ce que ça rentre dedans? Alors oui et non, parce que moi j'ai rencontré un Soulbound Token... est-ce que tu veux peut-être en parler et après on repart dans ça? Tout à fait, mais Soulbound Token, donc c'est ces tokens qui sont attitrés à une personne. Alors, une wallet, plutôt un wallet. Voilà, un wallet, pardon, exactement. Surtout pas une personne d'ailleurs. Un wallet, c'est hyper important comme distinction. Donc, à l'origine, on se dit, oui, c'est bien. Par exemple, d'un point de vue commercial, d'un point de vue marketing, une marque va pouvoir suivre le produit qu'elle a émis sur telle wallet, pour lutter contre les reventes, les contrefaçons, etc. Ok, ça c'est super pour les marques, très bien, vont pouvoir avoir un vrai suivi du client caché derrière le wallet, on va dire ça comme ça. Au niveau institutionnel, c'est bien aussi pour des diplômes, pour l'attribution de diplômes, pour... les expériences professionnelles. Voilà, des choses comme ça. Super. Et à le troisième niveau, c'est l'État. L'État, donc, il va éventuellement, je ne sais pas moi, donner une identité, des droits. Ok. Et alors, l'idée du Soulbound Token, c'est de ne pas être, transférable. Sauf qu'un wallet, ça se transfère. Voilà, déjà, donc premier risque. Donc moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit, ah oui, donc non, Soulbound Token, peut-être pas. Et puis, deuxième risque, et ça, c'est ce que m'a appris il n'y a pas longtemps un ingénieur blockchain, il m'a dit, non, mais ça peut être dans le code, on peut même prévoir de le burner en plus, ou de le transférer. Alors. Et là, problème. Effectivement. Voilà. Ça veut dire, est-ce que tu peux développer? Il m'a juste dit dans le programme, dans le code du SBT, on peut programmer le fait qu'il soit burné ou transféré. Oui, mais le propre, moi, de ce que j'ai compris du Soulbound Token, c'est que techniquement, il est envoyable qu'une seule fois de celui qui le crée à une personne. Techniquement, oui. Du coup, ce n'est plus un Soulbound Token s'il a la possibilité de sortir du wallet, parce que pour le burn, c'est pas qu'il va disparaître, c'est qu'il va être envoyé dans un wallet autre perdu, poubelle, ou il va être transféré. Si c'est avec ça, on revient en fait, on a un NFT. C'est un NFT. C'est un NFT qui est caché. Ouais. Okay. Donc c'est pas sans risque encore. Ouais. Voilà. Donc mais faut pousser la réflexion. Hein. Je suis pas dans la tech du tout. Hein. Voilà. Enfin, je suis pas tech. Je suis pas dans le dev. Mais quand il m'a dit ça, je me dis ça m'embête plus sur le marketing. On s'en fiche. Mais le jour où c'est l'État qui doit reprendre un droit ou une carte d'identité, là, ça m'embête. Du coup, le Soulbound Token, c'est un peu un petit côté cookie. On peut l'utiliser comme ça aussi. Ouais. Donc, mais ça va sur un wallet, ça va pas sur une personne. Exactement. Mais après, si on sait je sens que les marketeurs qui vont écouter ça, ils vont dire ok, il y a un truc à faire là. Oui, c'est sûr. On va aller créer un produit sur ça. C'est ça. Sur le Soulbound Token, et tu avais parlé aussi du Zero Knowledge Proof. Ouais, sur le Zero Knowledge, ça j'ai un peu travaillé là-dessus quand même, sur le Zero Knowledge, puisque l'intérêt, c'est de donner une information sans avoir à divulguer toutes ces informations. Donc on passe par un tiers vérificateur au milieu qui va fournir l'information, in fine va fournir un token. Moi j'ai travaillé sur ce sujet-là pour le check de l'âge. Vérifier l'âge des mineurs pour qu'ils puissent accéder ou pas, d'ailleurs, voilà, à des sites pour adultes. Et
Et c'était super intéressant de voir qu'on pouvait émettre un token. Ils disaient, bah oui, j'ai plus de 18 ans. Voilà, pas besoin de savoir, t'en as 25, 35, 45. Plus de 18 ou moins de 18, c'était vraiment le trigger. Et ça, je trouve ça intéressant d'avoir ce token parce que ça peut permettre d'accéder à des choses qui sont, qui sont uniquement pour adultes. Donc, sur le zero knowledge, techno intéressante. Après, il y a toujours un tiers au milieu. Donc, ça, on pose toujours la question du tiers et de la gouvernance du tiers. Et la CNIL avait d'ailleurs fait une recommandation sur le tiers vérificateur, sur ce système qu'elle a développé, que un professeur de Polytechnique, Olivier Blasi, a développé. C'est hors blockchain, par contre. Et la CNIL avait dit l'inconvénient, c'est de mettre entre les mains soit de l'État, soit d'organismes purement privés, la vérification de ces identités et donc les datas. Donc, on pose toujours la question de ce tiers vérificateur. Ouais. Il y aura toujours la question du tiers de confiance. Et c'est là où on en revient toujours, évidemment. Parce que malgré l'utopie et la volonté du monde de se dire, surtout dans le monde de la blockchain, la décentralisation, c'est le mot magique. Mais en fait, la décentralisation, plus en fait on avance, plus on voit que dans nos sociétés où des êtres humains interagissent, la décentralisation totale du moins, n'est pas possible. La désintermédiation n'est pas possible. Ok. Complètement, parce que on part d'un monde physique vers un monde virtuel. À un moment, faut faire le lien entre les deux. Totalement. J'ai un document faux dans le monde physique, je vais l'avoir, il va être faux pareil dans le monde virtuel. Totalement. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait un tiers, un oracle, ce qu'on appelle un oracle, qui puisse attester que quelque chose qui est vrai dans la vie physique va être vrai dans la vie virtuelle. Et ça, ça, mis à part un humain, je ne vois pas qui pourrait le faire. Mais les régulateurs, est-ce qu'ils ne sont pas aussi utopistes ? Je prends un point qui est, ils veulent réguler, ils veulent faire en sorte de réguler presque tous les cas de figure, mais la réalité, c'est que même dans le monde réel, il y a des escroqueries, même dans le monde réel, il y a des scams qui n'ont pas besoin d'Internet ou quoi que ce soit. Non. Ça veut dire que de toute manière, même si on arrive à mettre toutes les choses en place, les scams, les escroqueries existeront toujours. Ben oui, ça fait partie de l'être humain, je crois. Mais sauf que la manière dont c'est créé aujourd'hui, on a l'impression que, en tout cas, c'est beaucoup trop ralenti. Moi, je trouve... Alors, au début, par exemple, je vais expliquer un peu plus d'où je viens. Au début, lorsque... Pour la France, on se demandait est-ce qu'il était important de pouvoir, qu'on appelle ça, légiférer sur le fonctionnement des cryptos et autres. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient en mode non, on va perdre en flexibilité, on va perdre en rapidité, on va perdre en innovation. Dans les premiers temps, j'avais totalement tort parce que le fait d'apporter de la régulation a apporté de la confiance et de la sécurité. Confiance, sécurité a apporté donc des capitaux. Et comme il y avait beaucoup plus de capitaux, ça a accéléré beaucoup plus. Donc sur ce point, j'avais tort. Mais au final, on se retrouve, et là on peut le voir avec le cas Binance, on a réussi à l'attirer parce qu'on a créé un environnement de confiance, mais là on est en train de le perdre parce qu'on est en train de trop le serrer et d'essayer d'aller un peu trop loin dans la confiance. Quel est ton point de vue là-dessus ? Je sais. Alors, sur le cas Binance, je ne sais pas, parce que ils ont pas mal de choses en ce moment. Ils ont pas mal de sujets à traiter. Là, j'ai simplifié. Je ne pense pas qu'on les fasse fuir. Je pense qu'ils ont des sujets. Voilà. Les faire fuir. Non, en effet, la régulation apporte de la sécurité et des capitaux, c'est certain. Après, la régulation, par exemple, là, ce que je vois dans l'IA, à trop réguler, on empêche aussi l'innovation dans la mesure où ceux qui sont capables de se mettre à niveau sont ceux qui ont les moyens. Donc là, l'IA, le règlement IA, risque quand même de créer des oligopoles où, encore une fois, on va recréer des GAFAM. On recrée exactement la même chose, où juste les gros vont pouvoir investir et on va passer par eux. On va être obligé de passer par eux. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est pas seulement que ça freine l'innovation, ça freine les petits porteurs de projets.
Et les petits porteurs de projets, bien souvent, c'est là d'où viennent aussi les idées, la rapidité. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, voilà, il y a un choix à faire entre régulation, sécurité. Oui, c'est pas facile. Ok, je vois. Ouais. Mais du coup, si on part sur ça, comment on construit un produit legal by design? Alors, comment? Déjà, avoir conscience qu'il faut un petit peu de droit dedans. Qu'il faut que ce soit un tout petit peu, voilà. Déjà, petite prise de conscience. Je rigole de ça parce qu'on expliquait le fait que moi je suis Ouais. le gars entrepreneur fonceur et toujours la partie droit qui est en... On verra plus tard. Ouais, c'est... Ouais. Ouais. Non, déjà un petit peu la conscience de... En fait, il faut juste se dire que, in fine, le produit il doit aller sur un marché. D'accord ? Pour qu'il puisse aller sur ce marché, il faut qu'il soit compliant, il faut qu'il soit juridiquement viable. Parce que sinon, les consommateurs n'iront pas dessus, de toute façon, ou ça risque de capoter et ce serait quand même dommage. Donc la conscience qu'il faut du droit. Après, moi, comment je fonctionne quand j'ai des porteurs de projets qui arrivent avec des idées, on construit ensemble le projet. Donc c'est comme un diamant brut et on va le tailler ensemble. Donc il me donne l'idée de départ ou l'objectif, voilà. Et à partir de là, moi je viens avec un petit marteau et puis on va tailler comme ça, on va dire là il y a un petit peu de RGPD, un petit peu de droit commercial, attention droit de la concurrence, attention là sur la partie fiscale et puis à la fin, à force de l'avoir, d'avoir pris le diamant, d'avoir fait un petit peu toutes les faces, on arrive à avoir un beau produit. Qui finalement qui tient la route et qui peut enfin aller rencontrer son marché. Ok. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment cette, on va dire cette danse entre l'entrepreneur et le juridique qui vient. Moi, je le vois bien. Lorsque je pousse des projets ou même lorsque je fais du consulting pour mes clients, c'est proposer pas mal d'idées. Après, je le propose, c'est un juridique. Ça, je me dis non. Et après, la plupart du temps, moi, ma réponse est plus et comment on le contourne? Pas juste non, mais plutôt comment est-ce qu'on le contourne? Et après, tu avais dit aussi un autre point qui était très intéressant qui est. Oui, au bout d'un moment. Si on veut pas le contourner. Alors, si on veut pas le contourner, vas-y, mais bon, le mur après, est pas très loin, souvent. Mais des fois, à force de faire cette danse, comme tu dis, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est peut-être l'idée qui n'est pas bonne non plus. Voilà. C'est vrai, ça m'est déjà arrivé aussi. Se dire, finalement, c'était peut-être un peu foireux. Mais bon. Mais ça sert aussi à ça, cette danse, comme tu dis, avec le juriste et l'avocat. C'est de se rendre compte que peut-être l'idée n'était pas bonne et puis il faut repartir sur autre chose. Donc, c'est pas contourner. C'est trouver un nouveau design et se lancer autrement. Ok. Très bien. Et tu m'avais aussi, avant qu'on commence, repris sur un des podcasts que j'avais fait, et tu as totalement raison, sur un abus de langage que j'avais fait qui était sur la notion de l'éthique. Ah ouais. Et je trouvais ça intéressant, et j'aimerais bien que tu me le dises, parce qu'au final, mon point de vue, c'était on a une éthique personnelle, et chacun a son éthique. Ce qui est un abus de langage. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce qu'est l'éthique et plutôt retravailler un peu ça pour nous faire grandir un peu? Alors, en fait, l'éthique, c'est... on va avoir différents niveaux, d'accord? On va avoir la loi, la morale, l'éthique. Ou alors après, dans l'autre sens. D'ailleurs, on a d'abord sa morale, parce que chacun a la sienne. Okay. Ensuite, il y a la loi qui vient au-dessus. Et encore au-dessus, il y a l'éthique. Puisque l'éthique, ça va être une manière de concevoir le collectif, la vie en société, le pourquoi et est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que dans une vie en société, donc je ne me prends pas moi dans mon intérêt à moi, mais dans l'intérêt de la communauté, de la collectivité, dans quelle mesure est-ce que ce produit va apporter quelque chose, va être éthiquement soutenable, tout simplement. Et ça, c'est des questions qui sont assez importantes. Ou c'est pas... La morale, c'est quelque chose de totalement différent. C'est, comme je dis toujours, chacun a la sienne de morale. Et bon, il n'y a aucun jugement là-dedans. Par contre, l'éthique, c'est autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus, en tout cas, il y a eu des tentatives, notamment dans les GAFAM, d'avoir des comités d'éthique. Et la démarche est super intéressante parce qu'il s'agit de prendre des gens qui sont
qui ne sont pas dans l'entreprise. Justement, on va prendre des externes qui vont avoir des formations de professeurs de droit, sociologues, psy ou autres, et qui vont finalement se mettre ensemble pour estimer si un contenu, par exemple, eh bien, si éthiquement on peut le soutenir ou pas. C'était notamment la question d'avoir des images, l'image d'un saint sur Instagram. Ça, c'est pas de la morale. Ouais. Surtout pas. Et c'est le problème, c'est que sur Instagram, cette image d'un Instagram ou je ne sais plus quelle plateforme, Ouais, Instagram ou ça. c'est Okay. ça. Hein. Ouais. L'image d'un saint, eh bien pour telle ou telle personne, eh bien ça va être outrageant, ça va être à l'encontre de sa morale et autres. Très bien. Mais ça, à la rigueur, on s'en fiche. Quand on est un réseau comme Instagram, on ne peut pas se permettre d'avoir une morale. Parce que sinon, après, ça s'appelle de la censure. Et ça, en termes de liberté publique, c'est juste impensable. Mais ça, on l'arrive quand même parce que même si on ne le veut pas, mais bien sûr. Notre éthique est influencée par notre morale. Bien sûr. Et notamment, cette notion aussi qu'on avait abordée dans le podcast, qui était l'impérialisme technologique. L'éthique est en règle générale liée à quand même une culture, une zone géographique. Ouais. Donc, le fait de développer ça, par exemple, que le projet ou le tout soit développé aux États-Unis, il y a quand même une éthique qui est propre un peu aux Américains, beaucoup plus libertarienne, avec des manières de faire qui sont différentes, avec aussi des biais tout à fait. qui se retrouvent dedans. Aujourd'hui, comment on arrive à construire dans un monde Web 3 ? Est-ce qu'il y a une éthique du monde Web 3 ? Parce que l'éthique, au final, là, on crée un nouveau monde. On a un nouveau monde qui est le monde digital, qui est un monde qui se crée avec des pluralités, des personnes qui sont totalement différentes, où la culture n'est plus forcément, du moins l'origine, le sexe n'est plus forcément l'élément qui va unir les gens, mais ça va plus être est-ce qu'on est connecté, est-ce qu'on a la même vision, est-ce qu'on croit pareil, est-ce qu'on a les mêmes valeurs. Et du coup, on rentre dans quelque chose qui est totalement différent. Comment est-ce qu'il y a une éthique à créer ? Est-ce que l'éthique, elle se crée une éthique seule globale ? Comment ça se fait dans le monde du Web 3 ? Dans un monde global, tout simplement. Ouais. On a des problématiques globales de nos jours, que ce soit en effet l'écologie, le numérique, tout est global. Sauf que la culture, elle ne l'est pas. On a tous notre culture. Et parler d'une culture globale, moi, ça me fait peur. Je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie d'avoir la culture des Américains ou des Chinois, surtout en ce qui concerne la liberté individuelle. Surtout pas. Donc non, je ne pense pas là que ce soit souhaitable. En effet, l'éthique dans la tech, je pense que c'est un instant T. Elle va évoluer de toute façon, mais pas sur du court terme. Voilà. Mais c'est un instant T sur une région donnée. L'éthique, en effet, ne sera pas la même en Chine ou en Afrique. Oui, mais sauf que... Il y a des principes, attention. Mais si un produit est créé ici, est-ce que je vais être obligé, moi, si je l'utilise en Afrique, de subir l'éthique de ce projet ? C'est pas... Alors, c'est même pas... On a le même problème avec le droit. Quand tu fais un produit de droit français, tu vas l'exporter en Chine... tu vas peut-être rencontrer des murs, quand même. Bon, donc l'éthique, c'est différent. On est au-dessus des lois. C'est plus des grands principes. Ça va être, les libertés individuelles, on en est où ? C'est plus ces questionnements-là. Et auquel cas, si tu développes un produit avec ton RGPD, ce sera peut-être plus compliqué pour toi d'aller t'implémenter en Chine. Auquel cas, il faudrait peut-être mieux avoir un produit propre à développer là-bas, qui soit adapté. J'imagine assez difficilement un produit chinois très réglementé, disons à la chinoise en termes de données personnelles, venir s'implémenter en France. C'est même pas de l'éthique, là, c'est vraiment en termes de droit, il y a un tel gap culturel. Sauf que là, aujourd'hui, on a encore cette capacité, on a encore des limites physiques, donc des frontières. C'est vraiment un projet chinois qui vient en France. Dans le futur, ça va être, en tout cas moi, peut-être que je me trompe, mais on va être dans le digital. Ça va être un projet certes qui a une base quelque part, mais qui est utilisé par l'ensemble du monde. Comment est-ce qu'on fait en sorte que l'ensemble du monde se retrouve ? Est-ce que, au final, ça va être un panel qui va créer une éthique commune ? Comment ça va se passer ?
Je pense pas qu'on puisse parler d'une éthique commune. Après, il y aura des grands ouais. principes, Mhm. voilà, liberté individuelle, les droits des femmes, des choses comme ça. Ça, c'est de l'éthique. Après, le risque, moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur, par exemple, des produits services de métaverse. Voilà, où j'ai regardé les conditions générales. Et là, j'ai vu ce qu'on avait le droit de faire et de ne pas faire. D'accord. Je me suis dit, donc, la promesse d'un monde complètement fantasmé, ce monde parallèle qu'on nous promet où on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut, bah non. Et là, il y avait des gros questionnements d'éthique, justement. Est-ce que j'ai le droit de tuer quelqu'un dans le métaverse ? Bah quoi, c'est des pixels. C'est pas grave. Bon, par contre, si je l'insulte, là, non, là, le code pénal s'applique parce qu'on n'a pas le droit d'insulter quelqu'un, quand même. Mais par contre, je lui mets des coups de couteau, il n'y a pas de problème. Bah non. Donc là, c'est des questions d'éthique. Ouais. Voilà. Ok. Est-ce que j'ai le droit de voler dans le métaverse ? Bah non, parce que c'est du vrai vol dans la vie réelle, mais dans un métaverse, finalement. Voilà. Et l'image de tuer quelqu'un, il y a eu cette histoire de viol dans le métaverse. Il faut qu'il y ait des corps pour qu'il y ait... Enfin, un viol requiert une agression physique. Ouais. Donc, c'était pas un viol. Il n'y avait même pas agression sexuelle. Il y avait cyberharcèlement, mais il n'y avait pas agression sexuelle. Ouais. Donc là, voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont super intéressantes, notamment dans le métaverse. C'est ces questions qu'on se pose ici, c'est de savoir est-ce que réellement, comment est-ce qu'on peut anticiper ça ? Comment est-ce qu'on... Parce que la plupart de ceux qui écoutent, c'est des personnes aussi qui construisent ce monde. Donc, quelles sont les données sur lesquelles on peut se rattacher ? L'éthique, c'est juste se poser les questions du pourquoi du projet. C'est pourquoi, ça a apporté quoi ? Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que je ne vais pas finalement créer un monstre ? Et la protection du coup des gens de notre communauté, tout simplement. Et comme ça, on sécurise un marché aussi. Hein. Ok. Pour parler de protection, on va passer à l'autre partie. On est de retour donc pour notre troisième partie et on était en train d'aborder le sujet de la protection de la communauté. Et tu as notamment travaillé sur un projet qui c'était pour du contenu pour adultes et du coup il fallait protéger une partie de la population qui sont les plus jeunes. Comment est-ce qu'on fait ? Quels sont les cas pratiques sur lesquels on peut déjà, un cas pratique sur lequel on va protéger cette population ? Ouais, c'était dans le cadre de cette expérience, une super expérience que j'ai faite pendant 1 an avec la directrice juridique, éthique et compliance du projet. Et donc c'était une plateforme de NFT de contenu pour adultes. Et il s'agissait notamment d'éviter que les mineurs ne viennent sur cette plateforme, évidemment, puisque c'est du pénal aujourd'hui en France. On ne peut pas faire rentrer des mineurs sur des sites pour adultes. Même s'ils mentent, le fameux « j'ai plus de 18 ans », voilà, c'est du pénal quand même. Donc il y a pas mal d'affaires en ce moment en cours. Et à l'époque, éthiquement, il était inforçable qu'on ne mette pas en place un outil qui soit efficace pour éviter que les mineurs ne viennent sur le site. Donc on a fait appel à un prestataire anglais qui fait de la reconnaissance, qui fait du scoring de l'âge à partir d'un outil de reconnaissance faciale. Voilà. Donc, il prend des points sur un visage et puis il va estimer l'âge et il y a une marge d'erreur, d'1 an et demi. Donc, on avait mis le seuil à 21 ans, comme ça on était bien et ça marchait plutôt bien. Enfin, moi, il m'a donné mon âge, j'étais dégoûtée. Mais ça marche super. Voilà. Et on a utilisé cet outil et ça marchait plutôt bien et parce que c'était indispensable pour nous de faire ça. Donc c'était un des outils. Après, il y a d'autres outils qu'on peut mettre en place et qui ont été mis en place à l'étranger, que ce soit avec la carte bleue aussi qui marche très bien. Alors, évidemment, les mineurs peuvent piquer la carte bleue des parents. D'accord. Mais bon, ça, il n'y a jamais zéro risque en fait. Les mineurs sont très créatifs. Quand ils veulent, ils y vont. Voilà. On ne peut pas tout faire. Mais c'était un excellent moyen, justement, d'aborder aussi la question du token de l'âge.
Donc on avait commencé à pousser la réflexion là-dessus pour savoir dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait utiliser une solution en zero knowledge, justement pour avoir ce fameux token de l'âge. Et à chaque fois, on en revenait à la même conclusion, c'est qu'il y a un tiers de confiance qui va être vérificateur, qui va lui émettre ce fameux token. Et il y a encore une fois la question de la gouvernance de ce tiers de confiance. Qui est-il ? Est-ce qu'il peut être l'État ? Est-ce qu'il peut être une société privée ? C'est toujours très compliqué. Et surtout quand il s'agit de données de mineurs en plus. Ah ça. Mais au moins, on a un cas pratique qui permet de savoir, voilà, aujourd'hui, avec de la compliance, de la volonté, on peut réellement protéger notre communauté. Est-ce que tu penses que c'est un sujet qui revient souvent ? Parce que c'est vrai, est-ce qu'on en parle dans le monde de la blockchain, le fait de protéger sa communauté ? On en parle par rapport au scam, tout ça, mais après, on a du mal à entendre le fait que la compliance, tout ce qui est KYC, tout ça, tous ceux qui vont chercher votre identité, que ce soit aussi pour sécuriser la communauté. Pour en avoir fait et mis en place un programme de compliance dans cette société, c'est indispensable pour de la confiance, tout simplement. Vous avez un marché qui est pourri, personne n'y va dedans. Et c'est super intéressant de voir des wallets qui sont pollués, qui sont passés par du financement de terrorisme, surtout à l'heure actuelle. C'est des gens avec qui on n'a pas envie de donner de l'argent, ou on n'a pas envie de faire des transactions avec eux. Enfin, personnellement, je ne veux pas. Donc, la réglementation anti-blanchiment, financement du terrorisme, je trouve qu'elle a du sens. Elle a beaucoup de sens pour sécuriser le marché et tout le monde à la fin. Mais surtout, il y a cet aspect, moi, pourquoi je pose cette question ? Parce que dans le monde de la blockchain, notamment, vu qu'on est encore assez des puristes dans le monde pour l'instant, il y a cette notion de nos données nous appartiennent, notre sécurité nous appartient. Ouais. Et comme on remet un peu la sécurité de chacun à chacun, on ne se soucie pas forcément des autres et de comment est-ce qu'on va pouvoir protéger le chacun qui est à côté de soi ou le chacun qui est dans sa communauté. Exactement. Et c'est quelque chose sur lequel je l'entends rarement sur des panels, j'entends rarement lors de discussions sur réellement comment on va faire. Est-ce que peut-être on est trop concentré sur la démocratisation de cette technologie et c'est quelque chose qui arrivera peut-être après, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit arriver en même temps et qui aiderait potentiellement cette démocratisation ? Je trouve que ça tourne en fait beaucoup en circuit fermé entre les devs. Donc, les devs ou les puristes, ils vont tous être hyper libertaires. C'est sympa quand on connaît, quand on comprend la technologie. Après, on va se plaindre en même temps qu'il n'y a pas d'adoption de masse. Donc, forcément, vous ne comprenez pas. Oui, d'accord, mais si vous tournez en boucle, c'est compliqué. Donc c'est assez contradictoire, je trouve. Pour qu'il y ait adoption de masse, il faut apporter des outils qui permettent aux gens de comprendre, de se sentir en sécurité. Et ça veut dire que tout le monde doit abandonner et faire la concession d'un peu de sa liberté, malheureusement. Voilà. Donc c'est pareil, c'est une question d'équilibre. Et c'est dommage pour les puristes. Je les aime beaucoup. Mais on ne peut pas se plaindre à la fois qu'il n'y ait pas d'adoption de masse et en même temps donc la liberté. L'adoption de masse passera par le fait je de crois prendre que oui. soin de l'autre. C'est pas mal. C'est une bonne idée. Nice. On va bientôt finir. On avait parlé aussi d'un truc avant de commencer qui était, tu es assez critique sur la fameuse 4e révolution. Ah oui. Ah oui, la fameuse 4e révolution industrielle dont j'entends beaucoup parler en ce moment. Vas-y, là, ta carte blanche. Mais non, mais j'entends souvent ce concept, on est dans la 4e révolution industrielle. Alors, la révolution, le concept de révolution industrielle, moi je conseille d'aller lire Jeremy Rifkin, qui a donc écrit le livre qui s'appelle La 3e révolution industrielle, et qui fait le lien à chaque révolution industrielle entre le développement d'une énergie et le développement d'un moyen de communication. Donc la première révolution industrielle, c'était les machines à vapeur et l'imprimerie, qui a donc développé l'alphabétisation, etc. La deuxième révolution industrielle, c'était le moteur et le pétrole. Et la 3e révolution industrielle, ce sont les énergies renouvelables et les télécommunications, Internet,
et toute la partie, toute la partie Sur Internet, l'information, télécom, ouais. exactement. Et on parle même, dans le cadre de cette troisième révolution industrielle, dont parle Jeremy Rifkin, de capitalisme décentralisé, parce qu'on va justement vers une décentralisation également de la production de l'énergie grâce aux réseaux de communication. C'est ce qu'on voit avec les smart grids et autres. C'est pour ça que ce sont deux éléments de secteurs que je traite, aussi bien de l'énergie que des télécoms, parce que c'est extrêmement lié. Ils vont vraiment très bien ensemble. Et c'est pour ça on essaye déjà d'être dans la troisième révolution industrielle. Donc quand on me dit le métavers, c'est la quatrième révolution industrielle, je ne comprends pas. Je pense qu'on a aussi ce côté, moi qui me fait, qui fait souvent sourire, on a aussi ce côté où on veut aller assez vite. Par exemple, je fais la blague, on veut être dans le Web 3, mais à force d'avoir essayé le Web 3, on a vu que ça n'adoptait pas trop. Là, on revient dans un Web 2.5. On est dans le 2.5. Je suis tout à fait d'accord, je le dis. Tout le monde on rétropédale. Ok, en fait, on est allé un peu trop vite. Peut-être que c'est la même chose. On est dans... Les gens ont lancé la quatrième révolution parce que buzzword, savant. Super marketing. Oh waouh, c'est incroyable. Mais non. Et au final, on revient. Le juridique nous dit que... non, mais... Non, là, c'était ma petite blague. Voilà. Mais je suis aussi dans le 2.5, du 2 en front et du 3 en back. C'est exactement ça. Mais non, sur le coup de la quatrième révolution industrielle, on va déjà essayer d'aborder la troisième correctement. Et puis on verra plus tard. Mais je leur conseille juste de lire Jeremy Rifkin, c'est absolument passionnant sur le sujet. Ok, formidable. J'allais noter, mais après je me suis rappelé qu'en fait j'ai le podcast, donc je pourrais me rappeler de... C'est bon. On s'appelle sinon, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, un conseil pour les auditeurs ? Le legal quand même, c'est assez important. Non, si vous voulez que le projet décolle... Et surtout continue, parce que c'est bien qu'il arrive sur le marché, mais qu'il reste... qu'il soit viable. Voilà, pour faire un produit viable, faut quand même qu'il y ait un petit peu de juridique dedans. Voilà, par respect, voilà, tout ce qui est l'éthique, tout ça, quoi. Voilà. Très bien. Et ceux qui n'ont pas compris ce que c'était l'éthique, repartez réécouter un peu ce qu'on a dit avant. Voilà. Merci beaucoup pour ton temps. Merci. C'était vraiment très sympathique. Merci à toi. Et un vrai plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, ensemble, on va lancer l'effet domino. Peace. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues, et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like, et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao!